Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, du coup j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Et aujourd'hui on va partir sur une nouvelle vidéo sur le capitalisme. Donc ça change un petit peu des sujets qu'on aborde d'habitude, c'est-à-dire les finances personnelles, l'investissement, la carrière, tout ça pour un peu mettre en place la vie qu'on aime. Donc aujourd'hui on est un peu sur un sujet différent, mais d'un autre côté c'est aussi le système qui nous permet de réfléchir à ces sujets et même qui nous impose de réfléchir à ces sujets. Donc dans un premier temps, je vous propose de réfléchir à la définition du capitalisme, voir un peu ce que c'est, les grandes caractéristiques de ce système et aussi les facteurs qui lui ont permis de se développer parce qu'aujourd'hui c'est le système économique qui est le plus utilisé par le plus grand nombre de pays dans le monde. Ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de réfléchir aux impacts que ce système peut avoir, que ce soit sur la société, au niveau économique ou sur l'environnement. Dans un troisième temps, on peut commencer à réfléchir à des évolutions qui sont possibles ou des alternatives pour essayer de limiter un peu les impacts ou essayer de les rattraper. On ne sait jamais, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et à la toute fin, comme d'habitude, parce qu'en général j'essaye de pas trop vous ennuyer avec mon opinion dès le début, même si bon là c'est difficile parce que j'ai quand même des opinions, donc bon, je pense que ça va quand même se ressentir dans la vidéo. Mais dans tous les cas, je vous mettrai à la toute fin vraiment ce que j'en pense et comment j'essaye de prendre mes décisions au quotidien pour être alignée aussi avec ce que j'en pense, avec mes valeurs, etc. Et voilà quoi, ça va être chouette. Je ne maîtrise pas forcément les sujets qu'on va aborder dans cette vidéo dans le plus grand des détails, mais par contre ce sont des sujets que je trouve intéressants et je pense que c'est bien aussi de lancer des conversations et d'en parler un petit peu entre nous. Donc si jamais je dis des bêtises ou si jamais vous avez des connaissances à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, c'est vraiment fait pour ça. Et voilà, soyons cool. Et après, disclaimer 2. J'ai pas de conviction particulière sur les bonnes solutions, ce qui est bien, ce qui est mal, les régimes économiques qui sont idéaux, ceux qui sont le mal, le démon. Mais voilà, clairement il y a des choses qu'on doit arranger et le meilleur moyen de commencer à faire des choses, c'est de déjà commencer à en parler. De manière générale, j'aimerais beaucoup qu'on puisse aborder tous les sujets sur cette chaîne avec bienveillance, que ce soit des sujets liés à l'argent, liés à la société, liés à la vie, parce que l'objectif c'est quand même au final d'avoir une vie dans laquelle on se sent bien. Je vais commencer par vous lire une définition qui est une définition de dictionnaire, donc là c'est le Robert, mais bon, vous tapez capitalisme sur Google et ça va très très vite. Et donc là ça dit régime économique et social dans lequel les capitaux, sources de revenus, les moyens de production et d'échange n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. Ce que veut dire cette définition, c'est qu'on va avoir une séparation entre les personnes qui vont posséder les moyens de produire, qu'on va appeler le capital, et les personnes qui vont être amenées à travailler sur ces moyens de produire. Les travailleurs. Nous quoi. Enfin la plupart d'entre nous. Donc ça c'est une toute première définition, mais ça ne nous dit pas tout. Je pense que pour vraiment comprendre ce qu'est le capitalisme, il faut regarder un peu les caractéristiques de ce régime économique et social. La toute première caractéristique, ça va être la propriété privée, qui va être formalisée dans la loi, mais qui va aussi être protégée par la justice et par la police. C'est ce qui garantit pour les personnes qui ont la propriété des moyens de production que cette propriété est reconnue par tout le monde. La deuxième caractéristique, ça va être le libre marché avec, en fonction des pays, plus ou moins d'intervention de l'État. Donc ce que ça veut dire, c'est que les gens vont pouvoir s'échanger des choses librement sur les marchés et en se mettant d'accord sur les prix auxquels ils acceptent de s'échanger les choses. Et ce prix va être du coup le résultat de la confrontation entre l'offre, donc la quantité qui est disponible à offrir, et la demande. Une troisième caractéristique, ça va être l'objectif de maximisation des profits, c'est-à-dire des gains qui vont être réalisés par les personnes qui possèdent le capital. Et en général, ces gains vont être réinvestis dans le capital pour qu'ils grossissent du coup de plus en plus vite. Et donc on va parler de accumulation du capital. Et enfin, une dernière caractéristique importante, ça va être la recherche de la croissance, c'est-à-dire une augmentation de la valeur de la production. Et en général, on va évaluer la croissance avec un indicateur qu'on appelle le PIB, que vous connaissez sûrement déjà tous, mais c'est pas grave, hein, on a le droit d'être des débutants aussi.
Un premier facteur, ou en tout cas le plus ancien que j'ai retrouvé, qui a permis au capitalisme de se développer, c'est l'expropriation des paysans. Ou en tout cas, c'est comme ça que Marx, le papa du communisme, en parle. En gros, on est allé voir les paysans, on leur a pris leurs terres et on leur a dit par contre, vous pouvez travailler sur ces terres, mais maintenant elles ne vous appartiennent plus. Et donc ça a commencé en Angleterre au XVe siècle. Vous me dites si je dis des bêtises, il y a de la place en bas pour ça. On va aussi avoir l'évolution des mentalités avec des choses comme le développement de la bourgeoisie, du commerce et l'arrivée de nouvelles religions comme le protestantisme qui valorisent en fait le travail. Et en fait, si vous avez une vie de succès, on va considérer que c'est un signe que vous avez un bon destin. Donc c'est un bon signe. Donc avoir un bon travail et de la réussite derrière, c'est positif. Et ensuite, vous avez eu l'industrialisation et la mondialisation qui ont permis de produire plus vite, moins cher et d'atteindre beaucoup plus de gens et donc de tout faire, de produire et vendre à des échelles gigantesques. Donc dit comme ça, tout ça, ça a l'air plutôt simple, plutôt sympa. Maintenant, en réalité, quels sont les impacts de ce système ? Bon, j'ai dit que je donnais pas trop mon avis, mais j'avoue, c'est un peu orienté mon truc. Le tout premier gros impact, ça va être la société de consommation de masse. Donc si on simplifie au maximum, les profits, ça va correspondre à la différence entre les revenus et les coûts pour la personne qui possède le capital. Comme on se l'est dit juste avant, l'objectif, ça va être de maximiser ses profits. Donc un premier levier pour faire ça, ça va être d'augmenter la partie revenus. Les revenus, ça va souvent être le produit entre toute la quantité que vous arrivez à vendre et le prix de ce que vous arrivez à vendre. Comme les prix sont beaucoup plus contraints par les marchés, puisqu'on s'est dit qu'il y avait une composante libre marché dans le capitalisme, du coup, le plus simple quand on veut augmenter ses revenus et donc augmenter ses profits, ça va être de produire plus. Avec ces objectifs de profit et de croissance qu'on a dans le capitalisme, on est du coup amené à produire toujours plus, quitte à ne répondre à aucun besoin et à devoir a posteriori générer des besoins chez les gens pour être sûr de pouvoir écouler ce qu'on a produit. Donc déjà, on peut constater la croissance en regardant le graphe de l'évolution du PIB mondial. On peut aussi regarder les stratégies des entreprises. Donc par exemple, si on prend une société comme Apple, elle a créé un smartphone, donc l'iPhone que vous connaissez, qui s'est beaucoup démocratisé. Une fois que les marchés possèdent le smartphone, un moyen de continuer à produire et s'assurer qu'on continue à vendre des choses, c'est de pousser les gens à renouveler un petit peu ce smartphone. Donc on va sortir un nouveau modèle tous les ans. Après, une fois que vous avez convaincu une grosse partie de votre marché de racheter tous les ans, vous allez commencer à un petit peu saturer votre marché et il va du coup falloir proposer des nouveaux produits qui ont l'air d'être autre chose. Donc après, vous avez une version tablette du smartphone, après vous avez une version montre du smartphone et voilà, on ne s'arrête plus. Et en parallèle, il va falloir utiliser de la publicité et du marketing pour s'assurer qu'on va être capable de écouler tous ces produits qu'on va produire. Souvent en propageant dans le monde le message que ce que vous consommez dit quelque chose sur votre place dans la société, ce que vous valez ou votre identité. Et autre chose que je me dis, et vous allez me dire ce que vous en pensez peut-être dans les commentaires ou si je dis n'importe quoi, mais c'est que du coup, dans ce contexte, une personne qui est obligée de travailler pour gagner sa vie et pour survivre, en fait, elle a plus intérêt à travailler pour une entreprise, à produire des choses qui sont inutiles, qu'à aller juste errer dans les bois ou faire des choses qu'elle aime ou passer du temps avec sa famille. Enfin, voilà, c'est un petit peu triste. Le deuxième impact dont j'aimerais parler, c'est la concentration des richesses. N'hésitez pas à me dire si c'est faux ou si en réalité il y a beaucoup de paramètres qui participent à la concentration des richesses et c'est pas uniquement que le capitalisme, je ne sais pas, vous êtes les bienvenus si jamais vous avez des choses à apporter dans cette conversation. Donc, comme on s'était dit avant, les profits ça correspond à la différence entre les revenus et les coûts. Donc une autre manière de les augmenter, ça va être aussi de chercher à diminuer les coûts. Donc il y a deux manières de faire ça. Ça va être soit d'innover pour produire plus efficacement, donc pour que ça nous coûte moins de produire autant ou de produire plus, mais on peut aussi le faire au détriment des travailleurs, c'est-à-dire de telle sorte qu'ils nous coûtent moins. Est-ce que je m'embrouille ? Du coup, le capitalisme va creuser les écarts entre les personnes qui possèdent le capital, un capital qui en plus s'accumule, et qui vont du coup progressivement s'enrichir et concentrer une partie du patrimoine mondial, et les personnes qui vont, elles, travailler pour vivre.
On va aussi avoir des écarts qui vont se creuser entre les pays développés et les autres. Donc je vous affiche un tableau avec les chiffres de 2019, mais en gros vous pouvez y voir que 1% de la population, soit 47 millions de personnes, détiennent 44% du patrimoine mondial. C'est une part qui a diminué entre 2000 et 2008 et qui a réaugmenté depuis 2008, notamment parce que la valeur des actifs a beaucoup augmenté, en particulier la valeur des actions. Et si on regarde un peu la répartition du patrimoine en France en particulier, donc là normalement je vous affiche un graphe, je ne sais pas où, mais on peut voir dans ce graphe que les 10% les plus riches, c'est-à-dire au-dessus du 9e décile, possèdent non seulement de l'immobilier, mais aussi et surtout des entreprises, soit sous la forme de patrimoine professionnel, soit sous la forme d'actifs financiers comme les actions. Donc ce sont ces personnes qui possédaient des entreprises sous toutes leurs formes qui se sont énormément enrichies depuis 2008. Et donc la conclusion que je tire de tout ça, mais vous me dites si c'est une bonne conclusion ou ce que vous en pensez, c'est que pour vous protéger et pour pas que votre patrimoine ou vos revenus décrochent complètement par rapport au prix de la vie, vous avez intérêt à posséder du capital. Et enfin pour finir, mais non des moindres, il y a les impacts écologiques. C'est un volet gigantesque mais sur lequel je ne vais pas beaucoup m'étaler parce que c'est pas un sujet que j'ai vraiment creusé dans le détail et en plus c'est pas forcément les sujets que je souhaite creuser le plus sur cette chaîne, même si personnellement je pense que c'est important. Mais je vous fais juste un rapide récap, je pense que vous les connaissez. Mais vous avez du coup la production de gaz à effet de serre qui entraîne le réchauffement climatique, qui a en plus tendance à impacter en premier les pays les moins développés qui sont en plus les moins responsables de la production de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Vous avez aussi la production massive de déchets qui est un gigantesque problème et la destruction massive de la biodiversité. En ce qui concerne les solutions, on va avoir deux grandes approches. On va avoir ceux qui sont pour poursuivre la croissance et ceux qui vont être pour la décroissance. D'un côté, on va avoir ceux qui sont pour poursuivre la croissance, mais en modifiant la façon de produire et de consommer, et du coup pour avoir une croissance qui est verte. Dans cette approche, on va beaucoup compter sur le développement durable et l'innovation. Le développement durable, c'est une manière de continuer à se développer, mais en essayant de construire un équilibre de long terme c'est important, entre l'économie, l'environnement et la société. Je vais prendre un exemple qui est un petit peu bateau, mais qui je pense se comprend assez bien. Si vous achetez des fruits et légumes qui sont un peu chers auprès de vos agriculteurs directement, vous allez du coup participer au PIB pareil que si vous les achetiez ailleurs, sauf que d'ailleurs même vous allez faire de la croissance parce que du coup vous achetez plus cher, mais en contrepartie vous allez davantage rémunérer directement ceux qui ont travaillé sur la production de ces fruits et légumes, vous allez avoir moins d'intermédiaires, mais en plus vous allez avoir moins de transport, etc. puisque vous allez acheter de proximité et donc vous allez avoir moins de pollution et moins d'impact sur l'environnement. Et après l'autre point, ça va être l'innovation, puisque l'innovation permet de produire différemment, peut-être en générant moins de pollution, mais aussi ça permet de modifier des modes de vie. Donc par exemple, ça permet de faciliter le partage ou le marché de l'occasion ou le covoiturage. Ça permet aussi de remplacer progressivement les énergies fossiles ou de permettre aux gens de produire leur propre énergie chez eux. Mais ça peut aussi favoriser des modes de vie qui sont beaucoup plus néfastes, comme le tourisme de masse ou la consommation de masse parce qu'elle est beaucoup plus facile sur internet. Commander en un clic et recevoir le lendemain, c'est très simple. Ça facilite aussi et même ça encourage la consommation d'internet et de vidéos en streaming, et ça aussi c'est un très mauvais impact. Et de toute façon, de manière assez générale, l'impact environnemental des nouvelles technologies d'information il est très élevé. Que ce soit par exemple pour extraire la matière première et produire le matériel, ou que ce soit pour gérer les gros déchets qui, au lieu d'être recyclés comme vous pensez peut-être que c'est le cas, sont en fait balancés par tonnes en Afrique et en Asie et finalement se retrouvent dans des montagnes d'ordures. Je vous mets la source que j'ai utilisée dans la barre de description. Au final, c'est un article de Greenpeace qui explique un peu l'impact environnemental des nouvelles technologies. Et du coup, de l'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'on est obligé de passer par de la décroissance pour résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui.
puisque déjà dans un premier temps, la croissance ne peut pas être complètement séparée d'une forme de pollution qui va forcément avoir un impact sur les conditions de vie. Aussi parce que en fonction de la vitesse à laquelle on produit, on épuise des ressources qui sont non renouvelables ou en tout cas qui se renouvellent beaucoup moins vite qu'on ne les consomme. Mais aussi parce que du côté des décroissants, on va beaucoup repenser en fait la place du travail. Et on considère que dans le monde d'aujourd'hui, avec les objectifs de croissance qu'on a aujourd'hui, on va avoir une vision du travail qui va être aliénante, qui va être stressante et qui va aussi impacter les conditions de vie des personnes. Et du coup, du côté des décroissants, plutôt que d'essayer de courir après un objectif de croissance à tout prix, ils vont rechercher des nouveaux objectifs qui vont se mesurer avec de nouveaux indicateurs pour pouvoir évaluer la prospérité autrement et le bien-être des personnes et de la planète. Et sinon, je vais aussi vous partager un article dans la barre de description qui pense en fait que le débat entre croissants et décroissants est un débat stérile, puisque au final, l'important c'est de faire les bonnes actions qui ont les bons impacts sur l'environnement et ensuite regarder a posteriori si ça a impacté positivement ou négativement la croissance, plutôt que de prendre dès le départ a priori un objectif de croissance ou de décroissance. Et je sais pas, ça me parle. Si on veut réfléchir à des évolutions ou à des alternatives qu'on peut mettre en place pour améliorer notre impact sur la société et sur le monde, alors on peut aussi regarder les alternatives en termes de régime économique. Je ne vais pas forcément tout de suite développer tous les régimes économiques les uns après les autres dans le détail parce que ça impliquerait quand même de faire le même type de recherche que celle que j'ai faite pour faire cette vidéo. Mais je vous fais un rapide panel. On peut penser aux régimes économiques qui sont à l'extrême opposé du capitalisme et dans lequel la propriété des moyens de production va être collective de manière à servir les intérêts de tous et supprimer les classes. Donc ça, c'est très théorique. Dans les faits, j'ai l'impression que le communisme s'accompagne assez souvent de régimes politiques qui sont autoritaires, mais si jamais vous avez d'autres exemples ou que vous voulez partager votre avis là-dessus, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires. Et de ce que je comprends, mais j'imagine qu'il y a d'autres différences qui sont peut-être plus fines entre les deux, mais de ce que je comprends, le socialisme est une version qui va être un petit peu plus démocratique du communisme. On peut aussi penser à des régimes économiques qui sont en fait des évolutions du capitalisme pour ne pas forcément aller à l'extrême opposé, mais quand même limiter les impacts qu'on a sur la société et le monde. Donc la social-démocratie, ça va être une société dans laquelle on va suivre les principes du capitalisme, mais en même temps dans laquelle on va taxer le patrimoine des personnes qui ont accumulé le plus pour redistribuer une partie des richesses à tout le monde. Et avec le social-libéralisme, l'objectif c'est d'aller un petit peu en amont pour essayer de s'assurer que tout le monde ait un maximum de chances dès le départ, par exemple le même accès à l'éducation, à la santé, à la culture, pour pouvoir s'assurer que tout le monde ait les mêmes chances de faire partie de ceux qui s'en sortent dans le système, quoi. Et je pense aussi que c'est une direction que prend la France. Alors, pour finir en beauté, où est-ce que je me place dans tout ça ? Déjà, au niveau individuel, sachant que le système est celui qu'il est, j'essaye de investir et posséder du capital pour supporter des projets de vie spécifiques. Par exemple, je veux être capable de me protéger à l'avenir, de m'assurer une retraite, de pouvoir construire une famille et pouvoir en prendre soin, de pouvoir acheter une maison dans laquelle je vais réellement habiter, donc des projets assez précis. Travailler plus librement, ça aussi je le dis tout le temps, je pense que vous avez l'habitude de mes objectifs dans toutes mes vidéos, mais en même temps j'essaye de faire un maximum de concessions et de me mettre des limites, comme par exemple j'essaye de ne pas consommer des produits que j'estime inutiles ou de manière impulsive juste parce que je m'ennuie. Et je pense qu'on est tous capables de faire ça puisque de toute façon on a des définitions toutes différentes de ce qu'on considère utile ou inutile. Donc ça c'est un effort qu'on peut faire assez facilement. J'essaie aussi d'avoir peu mais de qualité, comme ça je peux garder longtemps parce que je préfère avoir peu et garder longtemps plutôt qu'avoir plein et que ça se perde, que ça se jette, qu'il faille remplacer tout le temps. Je pense que c'est une logique qui est bonne mais qui n'est pas sans impact pour certaines choses, parce que par exemple j'aime bien avoir un bon PC ou un bon téléphone, et les composants de ces PC et de ces téléphones, ils sont pas top. J'essaie aussi de redonner un maximum d'importance à des choses simples qui ne consistent pas à consommer, comme passer du temps avec mon amoureux à la maison, sortir le week-end avec mes frères et sœurs, donc des choses comme ça, plutôt que des choses que je faisais beaucoup avant. Voilà, faire le tour du monde tout le temps, dès qu'il y a des vacances, avoir besoin à tout prix d'aller le plus loin possible. Je sais pas, faire du shopping comme activité quand on s'ennuie.
Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez pas avoir une passion pour le shopping et faire des concessions sur autre chose. Et enfin, j'ai pas d'objectif de accumuler à l'infini, j'ai pas besoin de m'enrichir pour m'enrichir, je sais que j'ai des projets de vie particuliers et c'est vraiment ça que j'essaye de supporter. Et donc tout ça, ce sont les concessions que moi personnellement je suis prête à faire, mais je comprends très bien qu'on est tous différents et qu'on sera tous prêts à faire certaines concessions et qu'elles seront pas forcément les mêmes. C'est pas grave. Tout ça, ce sont les principes que j'essaye de suivre au niveau individuel. Maintenant, je pense pas que ce soit suffisant de compter sur les initiatives individuelles pour un peu résoudre les problèmes auxquels on doit faire face aujourd'hui. Je pense pas non plus que ce soit suffisant de se dire je vais essayer de tout défoncer, de vachement réussir et de battre le système et ensuite je vais redistribuer et donner à ceux qui ont moins parce que ça ne va pas libérer les personnes que vous aidez de la situation dans laquelle elles sont, en gros. En fait, il nous faut des systèmes entiers et des institutions qui vont favoriser les solutions et qui vont contraindre au maximum ou interdire même le reste. Ou en tout cas, les actions qui ont le plus gros impact sur le monde ou les plus gros acteurs qui sont responsables de la plus grosse proportion des impacts. Et une façon pour nous d'aider à mettre en place ces nouvelles exigences, ça va être de se renseigner et s'exprimer autant que possible, que ce soit avec les personnes qui nous entourent ou en allant voter ou je sais pas trop quoi. Je n'ai plus de mémoire sur ma carte SD, du coup je vais me dépêcher. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis toujours très contente de partager un petit peu mes petites idées avec vous et mes petites recherches avec vous. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, j'adore aussi vous lire, comme vous le savez déjà, comme d'habitude. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end si jamais c'est le week-end. Salut!